Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'attachement. On va parler d'attachement parce que ça fait, je pense, des mois, si ce n'est plus, qu'on me demande de tourner un épisode de podcast sur les styles d'attachement. Mais si vous m'avez déjà écouté, si vous avez l'habitude de m'écouter ou pas, bienvenue au nouveau. J'ai pas l'habitude de faire des podcasts hyper théoriques. En fait, ce qui m'intéresse, comme dans mon rôle de coach d'ailleurs, comme dans mon métier, c'est de vous amener à certaines pistes de réflexion tout en partageant mon expérience personnelle et professionnelle. Du coup, j'avais pas envie de le faire de cette manière-là et j'avoue que ça fait des mois que je me dis: «Mais en fait, comment je peux en parler pour que ce soit compréhensible, pour que les personnes qui sont dans la dépendance affective», parce que c'est quand même à vous que je m'adresse un maximum, puissent se sentir concernées. Donc aujourd'hui, on va parler, hem, de pourquoi on est attiré par des personnes qui nous fuient. C'est pour ça que j'ai appelé cet épisode de podcast «Suis-moi, je te fuis». Parce que en réalité, quand on est dans la dépendance affective, ça je l'ai beaucoup dit, on est dans ce qu'on appelle un attachement anxieux. Je vous fais pas de dessin, vous le savez, dès qu'on rencontre quelqu'un, c'est panique à bord, j'ai peur de le perdre, etc. Mais en fait, il y a d'autres types d'attachements et on va beaucoup parler aujourd'hui de l'attachement évitant, puisque en tant que dépendant affectif, pour plein de raisons, ce sont les personnes qui vont nous attirer le plus. Et il y a un troisième type d'attachement qui est l'attachement sécure. Donc ça, c'est les personnes qui sont bien dans leur type d'attachement, qui souvent ont des relations qui sont quand même fonctionnelles, équilibrées. Mais c'est pas tant ces personnes-là qui vont nous intéresser aujourd'hui. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment, encore une fois, que vous posiez les bonnes questions et que vous puissiez décoder vos mécanismes, que vous puissiez comprendre et explorer ce mystère qui sûrement vous a déjà touché une fois dans votre vie. C'est pourquoi je suis si attirée par cette personne, par potentiellement plusieurs personnes qui n'ont pas envie de s'engager, qui me fuient, qui me ghostent, qui me font croire au début qu'elles ont envie de la même chose que moi, mais finalement au sein de la relation ne sont pas vraiment engagées. Cette sensation-là d'être avec une personne qui va mettre des heures à répondre à vos messages, qui va annuler les plans à la dernière minute, qui va rester hyper vague sur ses sentiments, sur sa vie, sur ce qu'il fait. Et pourtant, c'est précisément ces personnes-là qui occupent toutes vos pensées. Alors que pendant ce temps, il y a des personnes, soit à l'attachement sécure, soit même à l'attachement anxieux. Bon, c'est pas toujours un bon combo, mais c'est toujours mieux. Hem, qui sont des personnes attentionnées, présentes, intéressées et qui vont vous sembler presque ennuyeuses. Et ça, c'est pas un hasard, c'est pas non plus une fatalité ou un trait de caractère que vous avez, genre, «Non mais moi j'aime bien les mecs un peu mystérieux, un peu inaccessibles». J'ai été dans ce cas-là, donc en fait, il y a aucun jugement à partir d'ici, il faut le savoir. Sur cette chaîne de podcast, il y a jamais aucun jugement parce que souvent ce dont je vous parle, c'est d'abord ce que moi j'ai expérimenté. Donc, comme je vous le disais, c'est pas un hasard, c'est un mécanisme psychologique qui est fascinant, ma foi, et qui opère souvent à notre insu. Donc, dans notre inconscient, va se cacher cette alchimie complexe entre nos expériences passées, ce qu'on appelle la neurochimie, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, et nos besoins émotionnels les plus profonds. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous amener à décoder cet étrange mécanisme qui nous pousse vers ce qui nous échappe. On va essayer de comprendre d'où ça vient, cette attirance paradoxale. On va explorer pourquoi notre cerveau valorise tant ce qui est rare et difficile à obtenir. Et surtout, on va découvrir comment transformer ce schéma parce que, on le sait, il peut devenir à terme destructeur. Et souvent, les personnes qui sont déjà arrivées sur ce podcast, les personnes que j'accompagne, les personnes qui viennent échanger avec moi, sont souvent déjà dans ce cas-là, c'est-à-dire ça me pourrit la vie, j'en ai marre, donc j'aimerais comprendre et avoir des solutions pour ça. Donc, que vous soyez actuellement dans cette dynamique-là
ou que vous soyez en train d'observer que ce mécanisme, il est en train de se répéter dans votre vie amoureuse, cet épisode pourrait bien être le point de bascule, le déclic. En tout cas, je vous le souhaite, parce que comprendre ces mécanismes-là, c'est déjà commencer à reprendre le pouvoir sur nos relations. On va essayer de naviguer en eau trouble dans notre psychologie amoureuse pour essayer de mieux se comprendre et de comprendre en fait pourquoi on a ces attirances-là. En réalité, cette attirance paradoxale pour les personnes qui nous fuient, elle peut être là de plein de manières différentes. C'est-à-dire que il y a des personnes qui en sont parfaitement conscientes. J'accompagne des personnes qui sont parfaitement conscientes de ça en me disant clairement, moi les personnes gentilles, moi les personnes attentionnées, moi les personnes qui ont envie de me voir, vraiment je trouve ça boring, vraiment je trouve ça ennuyeux au possible, ça m'attire pas, ça m'énerve, ça m'oppresse. Et souvent les personnes qui ont ce discours-là, et si vous avez ce discours-là, c'est que vous êtes ce que j'appelle, des hyper indépendants. C'est-à-dire que dans la vie, j'ai besoin de personne, je suis bien établie dans ma vie, dans mon taf, j'ai confiance en moi, tout va bien, ma maison elle est bien gardée, bien rangée, quand je veux un truc, je l'obtiens. Par contre, dans mes relations, c'est le chaos total. Vous êtes là-dedans parce que justement, vous allez être attiré par des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vont être dans cette hyper-indépendance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté sexy dans le fait qu'il y ait cet effet miroir-là. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un d'ambitieuse, moi, je gère tout, moi, je fais tout, moi, j'organise mes vacances, je gagne mon propre argent, j'ai besoin de personne. Donc, j'ai envie d'être avec un homme qui représente ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous êtes dans ce discours-là, vous êtes déjà énormément dans votre énergie masculine. Donc, tout le monde a de l'énergie masculine, tout le monde a de l'énergie féminine, et en réalité, ça devient fonctionnel, ça devient équilibré quand ces deux énergies-là, elles sont équilibrées. Mais quand on est dans l'hyper-indépendance, on a toute notre énergie dans notre masculin. Et du coup, je vous laisse imaginer, c'est que ça ne laisse pas place à une autre personne qui a une forte énergie masculine de prendre sa place, et à la fois une personne qui serait trop dans son énergie féminine, il y a quelque chose d'hyper anxiogène, genre « Oh mon Dieu, je ne vais pas pouvoir gérer ça ». Parce que vous ne laissez pas la place à votre énergie féminine d'être et d'exister. Je ne vais pas faire un épisode de podcast sur énergie féminine et énergie masculine, mais allez vous renseigner et comprenez bien que quand vous êtes dans ce discours-là, vous êtes dans votre hyper-indépendance, donc vous êtes attiré par des personnes qui sont dans la même énergie que vous, et ce qui se passe, c'est que la personne que vous rencontrez, qui est donc dans son énergie masculine, dans l'hyper-indépendance, son discours à lui, à elle aussi, c'est « je veux être avec une personne qui est indépendante ». Donc, vous êtes tous les deux là dans votre relation, dans votre hyper-indépendance, et vous n'arrivez pas à créer l'équilibre, c'est-à-dire l'interdépendance. C'est-à-dire, on arrive à être à la fois indépendant, et ça, c'est totalement OK, d'avoir une partie de sa vie qu'on gère individuellement et à être à la fois dans le couple. Et ce qui se passe, c'est que déjà à l'intérieur de vous, c'est complètement déséquilibré parce que les personnes souvent que je rencontre, attention, je tire des gros traits là-dessus dans le sens où je peux pas développer le vrai pourquoi vous êtes dans cette situation-là. J'ai fait tout un épisode de podcast sur l'hyper-indépendance. Je vous invite à l'écouter si vous vous reconnaissez parce que ça peut être intéressant. Mais en gros, c'est des personnes, des femmes souvent d'ailleurs, qui sont dans cette hyper-indépendance. J'ai besoin de personne. Là, j'ai encore rencontré une cliente il n'y a pas longtemps. Je viens d'acheter ma maison. J'ai une super situation. Je gagne bien ma vie. J'aime trop mon métier. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, au niveau relationnel, il y a un côté, mais tout d'un coup, je deviens celle de qui j'ai envie qu'on prenne soin. Parce qu'en fait, c'est tellement moi qui gère tout dans toutes les autres sphères de ma vie que quand il y a un homme qui arrive, j'ai envie de me faire toute petite, j'ai envie qu'on me fasse des câlins, j'ai envie qu'on prenne soin de moi. Je suis complètement dans mes émotions, dans ma vulnérabilité et j'arrive pas à gérer ça. Donc en fait, l'autre va être attiré par votre côté hyper indépendant parce que c'est ce que vous allez mettre en avant. Et finalement, il va rien comprendre au moment où vous allez faire exploser cette vulnérabilité qui arrive souvent
quand la relation commence à s'installer un petit peu et que vous êtes dans vos sentiments, dans vos émotions et que vous commencez à paniquer de perdre l'autre parce que même dans l'hyper-indépendance, ça vient souvent de la blessure d'abandon. Donc, on vous voit, ok ? Et après, il y a au contraire toutes les personnes qui vont être dans une forte dépendance affective. Attention, j'y reviens, mais quand on est dans l'hyper-indépendance, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dépendant affectif. Bien au contraire. C'est juste que c'est un petit peu déguisé. Donc, on prête attention à ça. Et les personnes qui sont dans une forte dépendance affective, on va dire beaucoup plus claire, beaucoup plus visible et assumée, sont aussi attirées par des personnes qui vont plutôt les fuir parce qu'il y a aussi une peur de l'engagement, finalement. Et ça, c'était mon cas, par exemple. Donc, je peux vous en parler de manière très honnête. C'est que moi, je me rendais même pas compte que j'avais peur de l'engagement. J'avais tellement envie et besoin, surtout, qu'une personne m'aime, que quand ma thérapeute m'a dit « Mais est-ce que c'est pas vous qui avez peur de l'engagement ?» Mais j'ai ri. Je me suis dit « Mais ça va pas ou quoi ?» Moi, j'ai trop envie d'être dans une relation, mais j'en rêve. Enfin, j'avais envie de lui dire « Mais ma belle, franchement, j'en rêve toutes les nuits, en fait. Donc, tu peux pas me dire un truc pareil. » Mais c'est vraiment ça, en fait. Je meurs d'envie d'être avec quelqu'un. Enfin, j'utilise des mots forts, mais c'était ça. Mais en fait, je pense tellement pas le mériter au fond de moi. Et j'ai tellement peur que ça foire parce que l'idée d'être de nouveau abandonnée avec quelqu'un me terrorise qu'inconsciemment, je vais aller vers des personnes qui, à la fois, vont venir valider le fait que je ne mérite pas d'être en couple et d'être aimée, mais en plus de ça, qui vont venir rassurer le fait que, effectivement, j'avais bien raison. De toute façon, c'est mieux de ne pas s'engager. Mais ça, vous n'en avez pas encore conscience. Mais c'est pour cette raison que souvent, vous êtes attiré par des personnes qui vont vous fuir. Ça va pas d'être intense comme ça en l'espace de 10 minutes. En tout cas, c'est ce qui crée ce paradoxe de l'attirance pour l'inaccessible, que vous soyez vers l'hyper-indépendance ou plutôt vers la dépendance. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de dysfonctionnel ici qui fait que vous n'êtes pas attiré par des personnes qui ont aussi envie d'être avec vous. On peut y voir, allez, si on fait un petit tour dans la psycho, l'effet de rareté qui fait que si cette personne n'a pas envie d'être avec moi, moi j'ai envie d'être avec elle parce que justement elle ne me veut pas. Mais il y a un truc aussi qui tire quand même, quand même dans mon expertise de la dépendance affective, vers oui, mais si jamais je fais ça, ça et ça pour cette personne, alors peut-être qu'il ou elle va changer d'avis. Pourquoi on a tant besoin de prouver à l'autre à quel point ce serait exceptionnel d'être avec nous ? Parce que ça viendrait valider notre existence. Ça viendrait valider le fait qu'on est quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est de ça dont on a besoin quand on est dans la dépendance affective. Il va changer pour moi. Si je lui montre à quel point c'est génial d'être avec moi, il va vouloir rester. Et là, je fais juste une toute petite parenthèse parce qu'à chaque fois, je me dis ça et je me dis que vous méritez beaucoup plus que d'être avec quelqu'un que vous avez eu besoin de convaincre pour être avec vous et qui finalement s'est dit « Oh, pourquoi pas ?» Ok, vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous choisit à chaque foutu instant. Le cerveau va valoriser ce qui est difficile à obtenir. C'est comme ça. On le fait tous. On veut tous une villa auprès de la mer. Pas du tout. C'est quoi cette généralité ? Mais vous voyez ce truc du rêve un peu qu'on est capable de valoriser. J'ai envie d'une maison auprès de la mer. J'ai envie de pouvoir faire un tour du monde. J'ai envie de pouvoir voyager tout le temps. J'ai envie de me sentir libre. Pourquoi on veut ça ? Parce que finalement, quelque part, ça nous paraît impossible. Et en fait, ce qui se passe, et ça, c'est un peu le dur du cerveau aussi, c'est que plus vous allez atteindre vos objectifs, plus ce qui étaient vos objectifs vont vous paraître complètement banals. Et je vous dis ça parce que moi, je l'expérimente sur plein de sphères de ma vie
où j'ai la chance déjà de faire un métier que j'aime, mais aujourd'hui, je vais vous dire que j'ai certains objectifs professionnels. Alors qu'aujourd'hui, je suis même pas là où je pensais être encore l'année dernière. C'est-à-dire que je suis encore plus loin que ce que je pensais être l'année dernière. Pourtant, c'était dans mes objectifs, mais je veux dire, aujourd'hui, j'y suis. Je suis reconnaissante parce que j'ai réussi à atteindre cet objectif-là, mais je sais que je ne suis pas encore là où je veux être aujourd'hui, parce qu'en fait, les objectifs, ils évoluent de cette manière-là et on a une forte capacité d'adaptation. Donc, en fait, quand on arrive à notre objectif, on est en mode, c'est super, et puis finalement, quand l'objectif, il est là, on le voit, on vit dedans, on est là, genre, c'est devenu notre normalité, en fait. Et ça me rappelle justement une cliente à moi qui m'a dit, qui s'est toujours battue pour avoir les hommes avec qui elle voulait être, qui s'est battue parfois pendant des mois, des années, pour finalement me dire, en réalité, je me battais, ça me brisait le cœur, c'était une lutte permanente d'attendre que ces personnes, elles aient envie d'être avec moi et envie de s'engager. Mais une fois que j'y étais, j'étais même pas si épanouie que ça. Parce qu'en fait, je pense pas mériter mieux que quelqu'un me choisisse. Donc, je vais attendre, mais finalement, une fois que j'y suis, je me rends compte que c'était pas si ouf, en fait. Et que la personne n'est pas si ouf non plus, hein. Donc, n'oubliez pas que votre cerveau a tendance à valoriser ce que vous ne pouvez pas avoir. Il y a cet attrait du défi, cet attrait de la conquête, en fait. Et c'est normal, hein, on est conditionné de cette manière-là. Mais du coup, ça crée aussi une espèce de dépendance émotionnelle parce que si l'autre me fuit, il ne me récompense pas. Alors, attention, je mets des gros guillemets. Mais si une personne, elle n'est pas complètement engagée, bah souvent, et je vous le dis parce que de plus en plus, je me rends compte que c'est un schéma relationnel qui est quand même vachement démocratisé dans notre génération. C'est le fait de rester dans des relations où clairement on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que moi, je suis à donf, je suis in love, j'en peux plus de ma vie tellement je l'aime et j'ai envie de passer 100% de mon temps avec cette personne. Et l'autre me voit clairement comme un plan, en fait. Donc on se voit une fois de temps en temps quand il a décidé que c'était bien son moment de passer du bon temps. Et moi, je vois ça comme si c'était exceptionnel. Et c'est ce truc-là qui crée la dépendance émotionnelle. Je crois que je vous en ai parlé dans un dernier podcast. Je ne sais plus. Mais du coup, si vous n'avez pas écouté ce podcast, je vous le répète, c'est le fait que ça oscille entre le cortisol, l'hormone du stress, qui vous fait un pic, mais de panique totale qui peut durer pendant des jours, et quand l'autre vous donne, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu de dopamine, donc, et de sérotonine d'ailleurs, bref, de l'hormone du bonheur, et bah du coup, ah mon Dieu, c'est tellement exceptionnel. Et ça crée votre dépendance émotionnelle. C'est cette intermittence en fait entre les deux, de je ne te donne rien, je te le retire et je te le redonne un petit peu, qui crée la dépendance et qui crée ce truc où vous êtes complètement accro à une personne qui vous fuit. C'est pour ça que vous ne le ressentez pas, ou moins avec une personne finalement qui est disponible. Puisqu'elle est là, elle est tout le temps là, elle a envie d'être là. Et le truc, c'est qu'il y a des personnes qui me disent « Mais non, mais c'est parce que la personne m'attire pas trop. » C'est pas vrai, parce que si tu as continué de la voir au début, c'est parce que quand même elle te plaisait. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vu que t'es pas habitué à ça et que tu as été habitué soit à être dans la fusion, soit à être dans un truc toxique, ça te paraît ennuyeux. Et du coup, t'es pas attiré par la personne. C'est presque pas sexy, tu as envie de la rejeter. Et ça, c'est un vrai mécanisme. Alors, le but, c'est pas de se forcer à être avec quelqu'un avec qui on n'a pas envie d'être, soyons clairs, mais posez-vous la question. Si ça se répète un petit peu trop souvent, c'est que ça va bien au-delà de j'aime pas les mecs gentils, mais peut-être qu'effectivement, j'ai été tellement habituée à un schéma toxique que j'ai fini par croire que c'était la normalité. Ensuite, évidemment, si on va vers le pourquoi, il y a tous les schémas d'attachement formés dans l'enfance. Donc, je ne vais pas jouer le rôle d'une thérapeute que je ne suis pas. Mais il y a de fortes chances que si vous avez eu un modèle d'autorité où vous n'aviez pas la place d'exprimer vos émotions, où
l'amour finalement se méritait. Et ça, je le disais il y a pas longtemps à des amis, on a quand même vachement évolué. Enfin moi, ma génération 90, quoi. Je pense 80-90, on a évolué dans le chantage affectif. Et le chantage affectif, attention, hein, c'est pas c'est bien, c'est pas bien, je ne juge absolument pas, je n'ai pas d'enfant, ça se trouve, je le ferai aussi, donc voilà. Mais ça crée aussi forcément un truc de bah, si tu fais pas ça pour maman ou pour papa, ça veut dire que tu m'aimes pas. Donc, il y a quelque chose du mérite, de la reconnaissance et de l'amour, malheureusement. Mais c'est un schéma qui est presque sociétal, hein, donc on n'est pas en train de blâmer qui que ce soit, c'est juste que je vous explique d'où ça peut venir. Derrière ça, il y a toute la reproduction inconsciente des dynamiques familiales. Quel a été le modèle de mes parents? Quel a été le modèle de mes oncles, mes tantes? Comment ma mère, mon père, les personnes qui étaient en charge de mon éducation m'ont parlé de l'attachement? Comment il fallait se comporter en tant que femme auprès des hommes, en tant qu'homme auprès des femmes, en tant qu'homme auprès des hommes, en tant que femme auprès des femmes. Et tout ça, ça nous a forcément conditionnés. C'est hyper rare qu'on ne reproduise rien de notre environnement familial, surtout au niveau de l'attachement. Je le vois avec mes clientes, il y a beaucoup, évidemment, de schémas de syndrome d'abandon, mais il y a aussi quand même, ce que j'observe de plus en plus dans mon étude, en tout cas autour de la dépendance affective, c'est est-ce que j'ai eu la place d'exprimer mes émotions et est-ce que j'ai été l'enfant qui voulait pas faire de vagues. Donc, je vous invite quand même à voir où est-ce que vous vous situez. Paradoxalement, je vous le dis, moi j'ai été dépendante affective et pourtant, j'ai pas été dans ces schémas-là. Il a fallu que j'aille beaucoup plus loin dans les racines psychologiques de cette attirance dysfonctionnelle. Donc voilà, c'est pas toujours aussi évident, mais ça vous permet d'avoir des pistes de réflexion. Il y a aussi justement la quête de résolution des blessures du passé, dans le sens où c'est pas toujours ça, c'est pas aussi évident. Et sachez que si vous avez grandi dans un environnement sain auprès d'un couple qui était fonctionnel et équilibré, ça peut aussi créer parfois certains dysfonctionnements. Et c'est là que moi je me retrouve vachement, donc je vais quand même vous partager ça, même si je pense que c'est une minorité, on ne sait jamais. Le fait de grandir auprès d'un couple qui est fonctionnel, qui est aimant l'un envers l'autre, évidemment, je reconnais ma chance sur plein d'aspects, mais la réalité, c'est que j'ai un petit peu évolué et grandi dans le monde des bisounours. Et attention, je dis pas que ma dépendance affective vient de là, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, je vous dis juste finalement, quel schéma d'attachement ça a pu former chez moi. Sur certains aspects, c'est que du coup, j'ai grandi dans le monde des bisounours. Et j'ai été protégée, en fait, de ce qui pouvait être le vrai monde, les vraies relations, qui pouvaient se passer parfois aussi des choses difficiles, parce que mes parents m'ont pas mal protégée de leurs désaccords, de leurs disputes, etc. Et du coup, je vous assure que quand on commence à rentrer dans la vie ado, adulte, relationnelle, mais moi, en fait, je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse délibérément faire du mal à quelqu'un. Pour moi, le couple, c'est très sacré. Il y a quelque chose d'hyper doux, finalement, dans le couple. Et donc, je ne comprends pas. Donc, ça ne m'a pas toujours servi non plus, même si, encore une fois, je reste reconnaissante. Donc, il a fallu aussi que j'aille voir tout mon modèle et ce que ça a créé chez moi. Et dans les racines psychologiques, il y a aussi le besoin de validation lié à une faible estime de soi. Mais pour moi, ça reste la conséquence, ça découle d'une blessure d'abandon, éventuellement d'expériences passées qui ont affaibli l'estime de soi et qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de validation, on a besoin de se sentir exister à travers l'autre. Comment le manque d'information aussi va favoriser l'idéalisation de l'autre. Donc là, je vous parle des mécanismes d'idéalisation et de projection
Parce que bon, ça, j'imagine que vous le connaissez bien. Comme je dis souvent, le mécanisme de projection, mais c'est notre passion absolue, non? Enfin, en tout cas, moi, je me souviens que, vraiment dès les premiers dates, dès les premiers instants, mais j'étais capable de me projeter, mais pour la vie. Dans quelle maison on allait vivre, quels animaux on allait avoir, combien d'enfants, comment ils allaient s'appeler, à quoi ils allaient ressembler, est-ce que son nom de famille va bien avec le mien? Enfin, je sais que ça peut faire rire énormément de personnes et ça faisait beaucoup rire mon entourage, hein, ceci dit. Hem, mais c'était ma réalité. Enfin, je devenais complètement folle, mais vraiment, je me sentais devenir folle. Je me disais: «Mais c'est pas possible que quelqu'un que je connais à peine me fasse cet effet-là, en fait». J'ai jamais ressenti ça, bref, tu connais. Donc, qu'est-ce qui crée ça? Bah, on se fait 1 million de scénarios quand on n'a justement aucune projection avec l'autre. Quand l'autre, lui, ne se projette pas, en fait. C'est ce qui fait qu'on se projette avec l'autre. Parce que si on sait exactement où on va, où l'autre en est, quels sont les projets à court terme, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, quel type de vie, je dis pas de vie de foyer, quel type de vie on a envie d'avoir, est-ce que c'est clair qu'on se voit la semaine prochaine, à quelle fréquence on a envie de se voir. Quand l'autre est constant et clair dans ses intentions, on peut se projeter de manière saine. Mais là, je ne vous parle pas d'une idéalisation et d'une projection saine. Je vous parle de la projection de nos attentes et de nos fantasmes avec une personne qui est distante. Parce qu'encore une fois, c'est les seuls trucs auxquels vous pouvez vous raccrocher. Donc, dans ce cas-là, le rôle de nos hormones, des endorphines, la dopamine, dans cette dynamique sont essentiels. Et vu que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et la réalité, bah, je me fais des scénarios de fou. Du coup, je ressens ces endorphines et cette dopamine-là, je me sens trop heureuse. Et en fait, je me raccroche à ça. C'est ce qui fait d'ailleurs que parfois, quand on est dans une relation où on se projette de manière euh, malsaine, même si c'est un gros mot, mais euh, on va dire, même si bah, finalement l'autre est à moitié engagé, nous on se fait déjà des projections, parce qu'on tient la relation à bout de bras, bah, en fait, quand la relation se termine, on doit faire le deuil des projections, dont on est absolument responsable, hein. Parce que l'illusion de la profondeur de la relation va créer l'intensité émotionnelle. Et l'intensité émotionnelle crée l'illusion de la profondeur de la relation. Débrouillez-vous avec ça. En tout cas, voilà, c'est super important de comprendre ça. Et nous, en tant que dépendants affectifs, on est un profil particulièrement vulnérable à cette dynamique-là. Parce qu'on fait partie des personnes avec un style d'attachement anxieux. Je le rappelle, les personnes dépendantes affectives ont un style d'attachement anxieux. Mais il y a des personnes qui ont un style d'attachement anxieux sans être dépendants affectifs. Voilà. Ensuite, il y a le rôle de l'estime de soi dans ce schéma relationnel. Les personnes qui ont une faible estime de soi vont être plus vulnérables à cette dynamique-là du « fuis-moi, je te suis ». La croyance que l'amour doit être gagné ou mérité, je vous dis ça parce que j'ai noté des choses pour pas oublier. Et finalement, comment nos expériences passées vont renforcer ce modèle-là. Parce que souvent, ça se répète. Enfin, je connais rarement une personne qui me dit « ça m'est arrivé une seule fois et je voudrais travailler dessus ». Souvent, quand les personnes viennent me voir, ça fait déjà plusieurs fois que ce schéma existe. Donc, avec tout ça, vous avez pu, je pense, reconnaître quel était ce schéma-là. Le fait de le reconnaître et d'en prendre conscience, c'est déjà le début de l'introspection. Évidemment, ça ne suffit pas. Et c'est ce que je répète, c'est ce par quoi je suis passée. J'ai fait une thérapie, ça a duré 2 ans, c'était incroyable sur le moment, ça m'a beaucoup aidé sur plein d'aspects. J'ai fait de l'EMDR, ça m'a permis de me libérer de certains traumas. Mais c'était pas suffisant. Une fois que j'en suis sortie, et bah vraiment, je vous mens même pas, moins d'1 mois après, j'ai fait une des rencontres les plus toxiques de ma vie. Donc, ça m'avait libérée de plein de choses, mais par contre, j'avais aucun outil pour sortir de la dépendance affective.
Et c'est pour ça que, dernièrement, je suis contactée par beaucoup de personnes et la question qui revient, mais c'est: «Oui, mais j'ai déjà été voir une psy et finalement ça m'a pas aidé, ça va être quoi la différence avec toi?» Et je comprends parfaitement cette question. La différence, je pense sincèrement que déjà l'outil de coaching est différent. Parce que l'outil de coaching vous responsabilise et vous oblige à être dans le concret, à mettre en place des choses, à demander des outils, à passer à l'action, à faire des exercices. Donc on est déjà dans une autre démarche. Et en plus de ça, pour moi, c'est de la co-création. C'est-à-dire que je trouve que dans la thérapie, il y a quelque chose d'assez passif où on raconte des choses, mais finalement, il n'y a pas d'outils concrets où on vient pas, enfin moi j'ai pas eu l'impression d'être poussée dans mes retranchements alors que c'est genre le truc que je fais moi en coaching avec les personnes pour aller vraiment dans le pourquoi, dans les choses qui sont extrêmement subtiles dans les mécanismes et les déclencheurs de la dépendance affective. Donc ça, c'est le début, l'introspection. Et après, il y a tout ce qui se met en place pour briser ce cycle de l'attirance pour l'inaccessible. Et comment on fait? En fait, on revient à la source. Parce que à la source, ça ne veut pas dire je comprends d'où ça vient. C'est pas seulement ça. C'est je comprends d'où ça vient et je dois comprendre, et là c'est tout le rôle du coaching, quelle croyance ça a cristallisé, ça a ancré en moi pour que je continue finalement à reproduire ce schéma-là. Et parfois, c'est pas aussi évident que ça, et c'est pour ça que je vous invite à vous faire accompagner par la bonne personne pour vous, pour aller comprendre quelles sont vos croyances limitantes qui font que vous avez certains comportements et du coup, vous mettez en place certaines actions qui vont à l'encontre de vos souhaits véritables qui sont souvent liés à une relation saine. Donc, il y a le fait de développer une relation saine avec soi-même avant tout, et aussi apprendre à valoriser la stabilité, la réciprocité, et plus ce truc d'admiration, de mettre l'autre sur un piédestal, euh, ouais, d'idéalisation complètement, parce que c'est ce qui fait que vous êtes attiré par les mauvaises personnes. Vous pouvez évidemment être attiré très fort par une personne qui soit saine pour vous, mais comme j'ai dit hier à une cliente, il y a un monde pour moi entre l'admiration et l'inspiration. Et souvent, on se dit: «Ouais, mais moi, j'ai tellement envie d'admirer mon mec». Ouais, mais en fait, est-ce que tu peux pas trouver un autre truc qui fait que tu l'admires? Pour quelle raison tu as envie de l'admirer? Moi, personnellement, mon mec, je l'admire parce que je trouve qu'il a une intelligence émotionnelle absolument ouf et je suis trop heureuse de pouvoir l'admirer pour cette raison-là et pas pour des raisons, je sais pas moi, matérielles ou enfin, même s'il m'inspire sur énormément de choses, mais je veux dire, il y a pas ce truc d'admiration où je le mets complètement sur un piédestal. Je peux le respecter et l'aimer d'égal à égal et il peut m'inspirer sur énormément de choses et je suis hyper fière de pouvoir être inspirée par lui sur l'aspect émotionnel, être fière d'être avec quelqu'un avec qui j'ai une communication absolument incroyable, qui soit capable d'écouter mes émotions, qui soit attentionné et qui veuille mon bien. Pour moi, ça c'est essentiel. Et souvent, on met notre focus et notre énergie sur des critères qui finalement ne vont pas nous rendre plus heureux, mais vont valider quelque chose chez nous. J'entends, si cette personne, je l'admire parce que elle est ambitieuse, parce qu'elle a ouvert 5 entreprises, parce que, voilà, enfin en tout cas, elle représente quelque chose qui me semble bien pour moi, en fait, c'est un trophée. C'est-à-dire que si je suis avec quelqu'un d'extrêmement beau, c'est pas seulement parce que je le trouve beau que je trouve ça cool, c'est parce qu'en fait, si je suis avec quelqu'un d'extrêmement beau et ou qui a, je vous donne un autre exemple, qui a énormément d'argent, ça veut dire quelque part que je le mérite et ça vient valider quelque chose chez moi. Donc c'est pas pour des raisons qui sont hyper saines. J'ai l'impression que je m'emballe. Je suis très intense dans ce podcast, non? Enfin, vous pouvez pas me répondre, mais moi je me sens hyper intense. C'est que ça me passionne, ma foi. En tout cas, je pense que je vous ai dit beaucoup de choses. Ça fait combien de temps qu'on enregistre là? Ça fait 34 minutes bientôt. Donc je pense que j'en ai dit énormément. Il faut savoir que cet épisode de podcast, je l'enregistre aujourd'hui pour que vous l'ayez pendant mes congés. Voilà. Donc il a fallu que je prenne là dans mes dernières ressources avant mes vacances pour vous parler de sujets qui m'inspirent et qui me semblent essentiels pour vous, pour qu'à chaque fois que vous écoutiez un épisode de podcast, ça puisse vous aider à avancer. En tout cas, j'espère que cet épisode aura pu répondre à certaines de vos questions, à vous aider à comprendre et surtout à vous aider à avoir certains déclics. Je vous rappelle, et c'est une bonne nouvelle, que les schémas relationnels sont transformables et que vous n'êtes pas voué à vivre et à revivre sans cesse ce que vous avez déjà vécu.
S'il y a un schéma qui se répète, c'est qu'il y a une raison, OK? C'est pas la vie qui vous en veut, c'est qu'il y a potentiellement quelque chose à l'intérieur de vous. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle, ça n'a rien à voir avec qui vous êtes, mais avec la valeur que vous vous donnez. Donc prenez le temps d'aller voir quels sont vos schémas, faites-vous accompagner par les bonnes personnes, réfléchissez sur tout ce que je vous ai dit là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, évidemment. Je serai encore en vacances, mais je prévois que vous ayez un épisode par semaine. J'espère que cet épisode vous a donné des clés pour mieux comprendre ces dynamiques-là, qui, je le sais, sont parfois hyper déroutantes et qui vous semblent être impossibles à changer tellement c'est plus fort que vous. Et rappelez-vous que reconnaître ces schémas, c'est pas un aveu de faiblesse. Quand j'ai compris que j'étais dans la dépendance affective, ça m'a soulagée de savoir que c'était ça, déjà que j'étais pas folle et qu'il y avait vraiment un mot sur ça. Mais je sais que je me suis dit: «Mais mon Dieu, en fait, maintenant je vais pouvoir dire aux autres que c'est ça». Mais j'avoue que j'assumais pas trop le truc, alors qu'en réalité, c'est un vrai acte de courage que de travailler sur soi et que d'essayer de se comprendre. Notre cerveau, lui, il est programmé pour ces réactions-là. Moi, quand j'étais dans la dépendance affective, j'avais programmé mon cerveau pour être dans ces schémas-là. Mais heureusement, on a toute notre conscience qui va nous donner le pouvoir de les transformer. Et la prochaine fois que vous vous surprendrez à être obsédé par quelqu'un qui vous offre peu en retour, prenez juste un moment pour vous connecter à ce que je vous ai dit et à cette nouvelle compréhension-là. Demandez-vous, est-ce que je suis attirée par cette personne ou par la validation que j'espère obtenir d'elle? Est-ce que c'est son essence véritable qui me touche ou est-ce que c'est le scénario familier que je connais et que je suis en train de rejouer avec cette personne? Le chemin vers les relations épanouissantes commence d'abord par des prises de conscience. Ça ne suffit pas, mais ça commence par ça. Si vous en êtes là, c'est totalement OK d'en être là et d'avoir conscience que ça suffit pas, évidemment. Sachez une chose, vous méritez quelqu'un qui vous choisit avec clarté et constance et pas quelqu'un qu'il faut constamment convaincre de votre valeur. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec les personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas non plus à noter la chaîne de podcast si ce n'est pas encore fait, ça m'aide énormément. Parfois, une simple conversation peut être le début d'une transformation profonde. Et dans mon prochain épisode de podcast, j'espère qu'on ira encore plus loin. En attendant, soyez indulgents envers vous-même. La dépendance affective est un sujet complexe et les schémas les plus ancrés ne se transforment pas en un jour. Mais encore une fois, chaque prise de conscience vous amènera dans la bonne direction. Merci infiniment de m'écouter encore et encore. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire, qui commentent les podcasts, qui m'écrivent sur Instagram. Sans vous, tout ça, ce ne serait pas possible. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre de ce métier. Ça fait 5 ans que je fais ça. Et je suis reconnaissante que tous mes accompagnements, voilà, vous plaisent, vous parlent. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me contacter si vous avez envie que je vous coach. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine, comme toujours, avec tout mon amour.